À présent, nous invitons M. Jean-Gustave Founou, conseiller à l'hydraulique du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, de vouloir procéder à la présentation sommaire du projet d'adduction d'eau potable à Brazzaville. Merci, nos travaux. Je vais donc m'acquitter de ce devoir de vous faire une présentation synthétique du projet. Et puis, le cabinet ira dans le fond des choses. Donc, comme venait de le dire le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, l'objectif du projet est d'améliorer et de renforcer l'alimentation en eau potable de la ville de Brazzaville, quantitativement et qualitativement, à savoir la création ou bien la construction des nouvelles unités de captage d'eau brute et de son traitement, y compris son stockage et sa distribution pour améliorer ou pour renforcer l'alimentation de l'eau potable de la ville de Brazzaville, donc pour satisfaire tant soit peu les besoins en eau des populations de cette ville. Il sera donc construit ce qu'on appelle un ouvrage de captage, un nouvel ouvrage de captage vers le quartier Gampoko et dans le quartier qu'on appelle là-bas. C'est là qu'on a trouvé le bon site pour réaliser ou pour capter cette eau brute. Des études ont été faites pour savoir si, à ce point, on pouvait capter la quantité d'eau nécessaire pour le projet. Effectivement, les conclusions ou les calculs nous ont fait part de cette affirmation. Il sera aussi, dans le cadre de ce projet, construit une nouvelle usine de traitement d'eau potable sur le même site. Et nous avons donc ce qu'on appelle une eau de surface, donc une eau qui brasse pas mal d'impuretés. Donc cette usine fera ce qu'on appelle un traitement complet de la dite eau pour sa potabilisation. Donc tous les traitements consistant à la rendre disons incolore, donc la rendre avoir une couleur qui ne repugne pas, qu'elle ne soit pas agressive, donc qu'elle n'attaque pas, par exemple, les ustensiles et même le corps humain, qu'elle soit donc en équilibre, comme on le dit dans le jargon professionnel, et qu'elle soit débarrassée de tout ce qui est particules nuisibles comme les microbes, comme les champignons, etc. Et donc, pour ce projet aussi, nous avons pensé prioriser le stockage en hauteur. Donc, le stockage qui garantit une bonne distribution de l'eau de manière économique de par la topographie de la ville. Et donc, nous entendons, dans le cadre de ce projet, réaliser des ouvrages de stockage à Gampoko, à Kele-Kele, sur le mont Kele-Kele, pour à tous les lieux en fait qui dominent la ville pour garantir une bonne répartition de l'eau dans la ville. Et puis, vous savez que dans la partie sud et même dans la partie nord de la ville, nous commençons à avoir des infrastructures vétustes. Nous avons pensé aussi dans le cadre de ce projet, et surtout en termes de distribution d'eau, en même temps que nous construirons des réseaux neufs, penser à des renouvellements, à des réhabilitations. Donc, tout est contenu dans ce package de projets
comme activités, comme travaux à réaliser. Donc, les zones concernées par le projet, donc les zones d'influence du projet, sont surtout les quartiers qui n'ont pas ou qui ont moins de réseaux de distribution, comme Kidina, Gampoko, Gangalingolo, Mayanga, Kombe, Madibou, Mafuta, Massissia, Mbono, Sangamani, etc. Et puis, certains quartiers du centre-ville, n'est-ce pas, qui ont aussi certaines difficultés d'alimentation en eau potable du fait de l'insuffisance des réseaux de distribution d'eau. Et puis, bon, vous savez que certaines zones des quartiers concernés par le projet ont des vieux réseaux tels que le vieux Bakongo et Makelekele. Donc là-bas, on a pensé aussi faire des petites réhabilitations et renouvellements. Voilà un peu de manière succincte ce qui consiste la description succincte du réseau. Mais vous savez la description succincte du projet. Mais comme vous le savez, chaque fois qu'on réalise des ouvrages, chaque fois qu'un projet se réalise, il y a des impacts sur son environnement. Aujourd'hui, par exemple, il peut y avoir des impacts sur la ressource, puisqu'on capte de l'eau. Si on en capte trop, on risque de porter préjudice à la vie de la ressource. Donc c'est ce que le cabinet va essayer de vous décrire, d'analyser. Si par exemple on pose des canalisations, n'est-ce pas? Donc on va creuser le sol. Et ce sol sera creusé là où vivent des gens. Ça peut aussi être la cause des érosions futures. Donc tout ceci sera vu pour que le projet n'apporte pas des désagréments aux populations concernées par la réalisation des infrastructures, par la réalisation des ouvrages. Voilà de manière succincte le descriptif que je tenais à faire avant que le bureau d'études ne vous explique son travail vis-à-vis des populations concernées par le projet. Merci pour votre attention. Je dois présenter successivement l'étude d'impact environnemental et social du milieu récepteur du projet et l'enquête publique de cette étude qui connaîtra également le volet social. Ceci sera donc présenté respectivement par M. Gérard Guétia, environnementaliste, et le directeur des opérations, M. Daniel Tatou, va revenir sur le volet socio-économique du projet. Du projet conseiller, nous allons donc tour à tour vous présenter l'étude. Nous allons commencer par la présentation de l'étude d'impact environnemental et social, c'est-à-dire l'EIS. Après, nous allons passer à l'étude, plutôt à la présentation du milieu récepteur du projet, c'est-à-dire le milieu physique, le milieu biologique, le milieu socio, économique. Et nous allons passer à l'enquête, c'est-à-dire la séance d'échange, préoccupation pour recueillir les préoccupations des participants que vous êtes, dans le but effectivement d'améliorer la conception de cette étude, d'abord les thèmes de référence et puis l'étude. Nous passons donc à la présentation
l'étude d'impact. En fait, la présentation porte sur, il s'agit de la démarche, c'est-à-dire comment l'étude va être menée, quels sont les éléments qui vont être collectés sur le terrain pour élaborer l'EIS. Alors nous commencerons donc par la collecte au niveau du cadre politique, législatif. Ça sera en fait un rappel. Le cadre politique, législatif et institutionnel. Puis les objectifs de l'EIS. L'étude d'impact environnemental et social. Nous voulons d'abord relever que le but de cette étude est de s'assurer que le projet ne va pas porter l'atteinte à l'environnement et aux acquis sociaux et économiques. C'est-à-dire qu'il faut anticiper l'impact, il faut éviter les impacts, au maximum les impacts, et atténuer ou encore compenser les impacts qui seront engendrés par les activités du projet. Nous sommes donc sur la présentation du cadre politique, législatif et institutionnel. Pour le cadre politique, nous allons faire dans l'étude la présentation des différentes stratégies sectorielles. Et nous allons aussi faire la revue des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Et puis, en ce qui concerne le cadre institutionnel, nous allons nous présenter sur les structures, c'est-à-dire toutes les structures, que ce soit les administrations, les administrations ministérielles et les autres, et toutes les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet. Ensuite, nous avons l'identification des activités sources d'impact. Vous savez que tout projet de développement engendre toujours les impacts. Et nous allons donc identifier, à partir des études qui ont été menées, l'APS, l'APD, nous allons identifier, définir les types de travaux. Ensuite, nous allons passer à l'identification des activités du projet susceptibles d'engendrer les impacts, parce que les activités ne sont pas les mêmes et les impacts et l'ampleur ou encore l'intensité, les impacts ne peuvent pas être les mêmes. Donc nous allons identifier les activités qui vont réellement engendrer les impacts sur l'environnement, encore la santé des populations. Pour cela, nous allons donc analyser les données sources d'impact. Puis nous allons procéder à l'identification, identifier, analyser et évaluer les impacts engendrés par les activités du projet. Qu'est-ce qui va être fait réellement? C'est l'identification des impacts aussi bien positifs que négatifs. Parce qu'il n'y a pas que les impacts négatifs, il y a bien aussi les impacts positifs. Nous allons les identifier. Ensuite, nous allons les analyser. En tenant compte de l'ampleur liée à des impacts. Ici, il s'agit donc des enjeux environnementaux et sociaux. Les enjeux l'enjeu peut être majeur, ça peut être moyen, ça peut être faible, selon l'impact de l'activité. Et ça va être fait suivant. Ça va être fait selon les activités qui vont être menées. Ensuite, nous passerons à l'évaluation. On doit évaluer chaque impact en déterminant l'intensité de l'impact, son étendue, la durée dans le temps et l'importance de l'impact.
toute cette évaluation va être effectuée, va être réalisée dans l'élaboration du document. Ensuite, nous allons, ça c'est la partie la plus importante, disons, qui porte sur l'élaboration du plan de gestion environnementale et sociale. Ce plan intègre les mesures d'atténuation ou de compensation. Et ça sera, le plan va être, il y aura deux parties. Il y aura la partie qui porte sur les travaux, c'est-à-dire pendant les travaux, quelles seront les mesures d'atténuation, de compensation, connaissant les impacts qui seront générés. Et il y aura aussi une partie portant sur la phase d'exploitation, l'exploitation des infrastructures. Nous allons présenter aussi dans le plan de gestion environnementale et sociale les mesures de gestion des risques. Et le plan opérationnel, c'est un plan qui va être mis en œuvre, donc il faut un plan opérationnel. Et le plan va intégrer aussi le renforcement des capacités de population riveraine. Et ça va porter sur ce renforcement de capacités est très nécessaire parce qu'il vise aussi la pérennisation des ouvrages, des infrastructures qui seront mises en place. Parce que nous constatons que souvent, quand il y a l'État met en œuvre un projet ou encore construit des infrastructures, et on constate parfois des actes de vandalisme. Et pour cela, il faut des sensibilisations aussi pour renforcer les capacités des populations riveraines, l'éducation environnementale et ainsi de suite. Et le plan sera bien sûr budgétisé, à savoir pour la mise en œuvre de ces mesures d'atténuation et de compensation. C'est à quel coût. Donc le plan doit prévoir le budget de mise en œuvre de celui-ci. Dans l'étude, nous allons aussi faire la présentation du milieu récepteur du projet, le milieu qui reçoit le projet. Et ça, c'est surtout l'étude documentaire. Nous allons présenter le climat de la zone d'étude, le relief, la pédologie, l'hydrographie, les cours d'eau, aussi bien les eaux aussi, les eaux de surface, les eaux souterraines. Ça sera une présentation et ça sera surtout la base des documents, la documentation de la zone d'étude. Il y aura aussi la présentation du milieu biologique, le terme l'écologie du milieu, les interactions entre les éléments du milieu, le paysage, la flore et la faune. Là, de manière succincte, ce sont les éléments qui vont constituer l'étude. Et là, j'ai abordé les deux premiers, en ce qui concerne le milieu récepteur, j'ai abordé là les deux parties, le milieu physique et le milieu biologique. Il y a aussi, bien entendu, la troisième partie qui consiste à faire l'évaluation du milieu socio-économique. Alors, cette question, je vais donc passer la parole à mon collègue pour faire la présentation de cette partie. Ici, de préparer l'étude d'impact environnemental et social du projet ANP du MEDE au mois d'avril. Alors, nous allons aborder la partie socio-économique de la zone du projet. Alors ici, il sera question, dans la zone du projet, de tenir compte des données démographiques. Alors il s'agit de voir, ça paraît toujours là, la population, le compte de la population. On va faire ressortir les données en lien avec la population, la taille du ménage, au moyen d'une approche
documentaire, nous aurons ces données, mais également nous allons faire quelques enquêtes de terrain. Et on va faire ressortir les statuts de ménage, savoir particulièrement dans la zone du projet, quel est le taux, par exemple, des propriétaires et également des maisons ou des locataires. On va le faire ressortir dans le projet parce que le projet va consister à renforcer de l'eau dans la zone pour que nous puissions avoir la population, le nom de la population, la taille des ménages, c'est-à-dire savoir à peu près, dans un ménage, on peut y trouver combien de personnes. Bon, ça déjà, dans les enquêtes de l'INS, nous avons des données. Alors, on peut avancer. Alors, ici, avec les activités économiques dans la zone du projet, il sera question d'identifier dans la zone du projet quels sont les grands projets industriels qui s'y trouvent déjà. Ça nous permettra de faire certaines corrélations. De voir si dans la zone du projet il y a des hôtels, en tout cas, tout ce qui est structure socio-économique, on va le faire ressortir. S'il y a des boulangeries, des complications, pour éviter qu'une fois qu'on va faire les travaux, on puisse agréger les systèmes de télécommunication qui s'y trouvent. Donc on aura fait ce qu'on appelle une enquête de terrain. Et ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne la composante socio-économique, ici c'est comme un diagnostic de la zone du projet. Qu'est-ce qu'on a fait? On va faire ressortir les aspects sanitaires, les différents hôpitaux qui se trouvent dans la zone, les centres de santé, les cliniques. Peut-être qu'il faut mettre le doigt dessus pour que ça ne change pas. Alors, nous avons donc les services et infrastructures de santé publiques dans la zone du projet. Et vous savez que c'est une zone très vaste, notamment Mayanga, Madibou, jusqu'à vers Kibina et vers Nagamédolo-Nava, et les différentes zones que le projet va effectivement concerner. Alors, concernant les conditions, nous allons faire ressortir les conditions existantes en matière d'eau et assainissement. Savoir l'état initial et voir ce que le projet va apporter comme activité supplémentaire. Et ici, nous allons aborder les accès aux services sociaux de base qui s'y trouvent, notamment les questions d'accès à l'eau potable, de l'électricité, les accès aux toilettes publiques, les maladies liées à l'eau qui se trouvent dans la zone du projet, les conditions d'hygiène également, si c'est vraiment respecté ou non, et quelles sont les conditions qui s'y trouvent. Donc ici, on pourra faire, par exemple, l'étoile d'accès aux toilettes, savoir si effectivement, si 90% par exemple, des populations ont des accueils. Et ça, c'est un élément important parce qu'il y a de l'impact sur l'alimentation d'eau potable. On peut avoir une eau potable bonne à la source, mais à la consommation, si les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, alors ça pose problème. À ce moment-là, on va incriminer, on va trouver le sorcier ailleurs, alors que le sorcier est dans la maison même. Et donc, c'est ce qui fait que on doit faire ressortir tous ces éléments-là. Alors, toujours dans le milieu socio-économique, nous avons, sur le plan de l'éducation, bon, c'est une approche qui est là. Il faut recenser dans la zone du projet ces universités. Parce que tout ça va concerner l'alimentation potable. S'il y a des lycées, des collèges, des écoles primaires, des écoles maternelles, etc. Et ce sont les différents points d'utilisation de consommation. Et il y aura des propositions qui seront faites quand c'est sur la liste de la zone. Et dans le cadre du projet, on fait des propositions, par exemple des branchements sociaux pour les écoles, et ainsi de suite, et on les propose dans le cadre du projet. Toujours dans le volet socio-économique, nous allons aborder ici le cadre de vie et infrastructure. Et là, nous allons voir le type d'habitat de la zone. Le type d'habitat, les questions sont liées à la gestion des déchets, le mode de transport, ainsi les conditions de vie, les activités principales de population dans la zone du projet, quel type d'activité ils réalisent dans cette zone du projet, on va les faire ressortir. Et également le niveau de vie, on va apprécier le niveau de vie. Le patrimoine culturel, ce qu'il y a dans la zone, c'est pour que les travaux ne puissent pas endommager, par exemple, le patrimoine culturel. Donc, on va les identifier. On va les faire ressortir.
Et l'organisation, les organisations de la société civile sont dans la zone du projet. Ce sont des structures qu'on peut impliquer dans la mise en œuvre du projet. Donc, on doit identifier s'il y a des ONG, des associations qui évoluent dans la zone du projet. De quelle manière? Parce que le projet veut en sorte qu'on puisse favoriser la main-d'œuvre locale. Et ces structures-là peuvent contribuer efficacement à la mise en œuvre du projet. Et nous avons ici les structures de police des gens de la mairie. On va également identifier si dans la zone du projet ça existe, parce que c'est là qui contribue à l'ordre public. Les infrastructures publiques également, on va les faire ressortir, notamment s'il y a des marchés. Et c'est quelque chose de très important parce que les grands marchés sont aussi des centres de consommation d'eau. Et on va voir les voies d'accès, particulièrement quand on est par exemple au niveau de là-bas, là où on va faire le pont de captage ou l'usine, eh bien, on va se recommander à ce que la voie soit ouverte. Parce qu'il faut qu'il y ait l'accès au lieu des travaux. Donc, dans l'étude, quand je me prends arriver à niveau de là-bas, le pont, ce n'est pas un bon pont qui est là, et les véhicules ne peuvent pas traverser. C'est-à-dire, dans l'étude, ici, nous allons recommander que la voie soit ouverte jusqu'au niveau de la Capocot. Voilà. C'était autre chose. Alors, ici, nous avons toujours une société économique qui n'est pas encore terminée. Nous avons donc les contraintes sociales, particulièrement les pertes des biens. Alors, ça va plus concerner le tracé des travaux. Parce que l'étude globale se fait dans la zone du projet, mais ici, là, nous allons plus nous intéresser au tracé, là où on va passer les travaux. Donc, nous avons par exemple l'axe qui va aller vers de là-bas, donc au bas de Mayaga là-bas, qui va venir vers Nampoko. Il y a l'autre axe qui va aller jusqu'à Kibina et ainsi de suite. Il y a l'autre axe qui va aller jusqu'à Kasbardé en passant par Gissoli. Et nous allons suivre ce tracé pour voir si les travaux ne vont pas impacter sur les biens des populations. Alors, en ce moment-là, nous allons faire en sorte qu'on va faire ressortir les mesures d'atténuation ou d'accompagnement pour éviter que les populations ne soient lésées. Donc, on va faire ressortir les pertes des biens, les pertes socio-économiques et des mesures d'atténuation. Alors, ici, si jamais le tracé ou les travaux vont impacter sur les maisons, nous allons proposer un PAR, c'est-à-dire un plan d'action de restauration. Conformément aux lois 09-2004, qui recommande pour les besoins de sécurité publique, eh bien, on peut mettre en œuvre des mesures pour récupérer ces lieux-là afin de faire passer au public. En ce moment-là, on fait une étude particulière. Mais dans le PGS, déjà, nous allons, si jamais il y a des biens impactés, les pertes sont impactées, eh bien, nous allons recommander déjà ce qu'il faut dans ce sens-là. Et même le budget sera déjà estimé. Donc voilà un peu les différents éléments que nous avons pensé vous faire ressortir, afin qu'ensemble nous puissions échanger sur l'ensemble du projet, comment dites, et sur l'étude qui sera réalisée. De telle manière que nous puissions tous aller dans ce truc. Et je pense qu'ici, à le chef du quartier, tout le monde sont venus un peu nombreux. Si les chefs de quartier, mais il y en a sont là, M. Sida. Et Kibina. Bon, en fait, par où va passer le tracé et les quartiers sont concernés. De telle manière que l'étude va s'étendre toutes ces zones-là. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire en ce qui concerne le volet économique. Je vous remercie. La construction c'est une maraîchère très importante dans le quartier de Koumé, de Mayanga et Moussoso. Kibina également. Donc, dans la démarche, ce n'est pas ce point en tant que l'ouverture du tuyau de bâche d'eau de Nampoko là, qui prend la venue de Ouayeko, nu. Réseau SN2, au tuyau de SN2 qui passe d'où? Par Mayanga, par Ouayeko. Ouayeko, Ngapoko. Moi, ça peut lancer à prier vraiment la circulation des véhicules. C'est un gros tuyau. Un gros tuyau. Entre le point de captage et les habitations. L'emprise. Ça peut près combien de mètres?
nous montrer la zone d'étude pour que nous puissions avoir une idée claire de là où va se faire. Et ma préoccupation se trouve d'abord au niveau du périmètre sanitaire. Est-ce qu'il est possible, dans la zone de captage, qu'il y ait un périmètre sanitaire de 100, peut-être de part et d'autre, 100 mètres de part et d'autre, pour préserver ne serait-ce que cette zone, pour que cette eau ne puisse pas être sujet de pollution humaine, bien entendu. Ensuite, en ce qui concerne la distribution, étant donné que quand les tuyaux passent, nous sommes dans une zone où le climat, nous sommes dans une zone de climat tropical, dans la zone même, et les pluies, effectivement, sont souvent en abondance. Et chaque fois qu'on creuse, ça constitue une zone de faiblesse que les pluies exploitent réellement, facilement d'ailleurs. Surtout quand on n'a pas tenu compte de la période de la saison où on a implanté ces ouvrages. Et je voulais pour cela qu'on puisse réellement nous proposer la technologie nécessaire qui va utiliser, les mesures d'atténuation, surtout pour pallier, pour ne pas venir renforcer déjà ce qui est déjà là, comme, parce que quand les fuites naissent, effectivement, avec, en conjugaison avec le milieu sanitaire, l'hygiène qui existe au préalable, ça pose un peu de problème. Donc, on nous propose un peu quelques mesures d'atténuation qu'ils pensent effectivement mettre pour régler ce problème. En fait, Ngapoko n'est pas un quartier de Madibou, donc de l'arrondissement. Mais Ngapoko, c'est une zone du quartier Mayanga. Le quartier, c'est Mayanga. Maintenant, Ngapoko, c'est une zone qui est dans le quartier Mayanga. Je voulais, à cette occasion, savoir, est-ce que c'est un projet qui démarre ou c'est des installations ou le lieu de captage ou tout ça là, ça existe déjà? Parce que il y a l'expérience de ces nièces ou est souvent nous venons pour je sais pas, on vient en fait faire enquête pour quelque chose qui existe déjà. Donc, et on a l'impression que nous venons régulariser ce qui a été fait parce qu'on n'a pas suivi la procédure normale. Parce que quand on parle de point de captage, si c'est le Dieu, entre le Dieu et Ngapoko, ça fait quand même une bonne trotte. Est-ce que c'est entre le captage, c'est vraiment le réseau sera refait? Est-ce que le stockage, il n'y a rien de fait? C'est maintenant que le projet va naître et puis tout ça là on va le construire. Bon, si c'est cela, je vous dis déjà que entre Moussoso, là-bas où il y a captage, pour arriver à Ngapoko, pratiquement les voies sont érodées. C'est vraiment érodé. Il y a M. Victoire qui l'a déjà dit, il y a des tuyaux à nu, donc ça c'est entre Ngapoko et le quartier Madibou, mais du captage jusqu'à Moussoso là, c'est la même chose. Je voulais aussi savoir si le projet PEPS est vraiment différent de ce projet-là. Parce qu'il y a eu PEPS qui est passé pour l'extension et la distribution en eau potable dans la zone, dans les mêmes zones ciblées. Quand PEPS est passé, c'était pour connecter les gens à un réseau déjà qui existait. Donc pour le compte de la LCD. Aujourd'hui, c'est un autre projet qui apparemment va faire la même chose que le projet PEPS. Je voulais savoir quand même cette différence. Et puis sur la gestion des déchets.
Parce que qui dit traitement, il y a automatiquement utilisation de produits chimiques. Quelles sont les mesures qui sont prises pour la gestion des déchets au niveau de l'usine de traitement? En fait, d'abord, je voudrais savoir, parce que lorsque j'ai vu le schéma directeur de l'urbanisme de Brazzaville, il y a deux projets qui sont alignés. Il y a le projet de densification et de réparation du DUE, du réseau DUE qui existe déjà, et puis il y a le projet de l'installation, donc en construction d'une nouvelle station DUE. La question est de savoir, est-ce que ce projet est soit celui, puisque le DIRCA vient de nous dire qu'il y aura des nouvelles ouvrages de captage, une nouvelle usine et le renouvellement du réseau. Est-ce que c'est un projet en dehors de ces deux projets qui sont dans le schéma, ou bien c'est le même projet qui a été condensé pour faire un seul projet? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que je vais me tourner vers le cabinet. Le cabinet vient de nous dire leur démarche, mais le cabinet ne nous a pas présenté réellement le projet comme tel. Monsieur le DIRCA nous a parlé de la construction d'un nouvel ouvrage de captage, une nouvelle usine, le renouvellement du réseau existant, mais on ne nous a pas dit exactement ce qui va se faire. Un nouvel ouvrage de captage, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qui va se faire? Est-ce qu'on va construire des maisons? Est-ce qu'on va construire des châteaux d'eau? Est-ce qu'on va construire, je ne sais pas. Donc nous voulons, puisque nous sommes des parties prenantes, vous nous demandez de réagir. Normalement, cette réunion, c'est une réunion d'information. Vous venez pour nous informer qu'il y a un nouveau projet, ou il y a un projet qui est en cours de réalisation ou qui a été réalisé pour que nous puissions régulariser. Mais dans cette information, nous devons savoir ce qui se fait réellement. Qu'est-ce qui va se faire réellement sur le terrain? Est-ce qu'on va construire les canalisations? Oui, le transport, la distribution des eaux, ça sera des canalisations. Quel type de tuyaux vous allez utiliser? Quels sont les matériaux que vous allez utiliser? Tout ça, la partie prenante est en droit de le savoir. Merci beaucoup. Merci. Je suis pratiquement à Congo. Et donc, pour moi, c'est un projet qui tombe à pic. La deuxième des choses, c'est effectivement le PEPS, pour ce qui nous concerne, a existé, mais personnellement, il n'avait pas été servi. Et quand on a essayé de vérifier pourquoi notre zone n'a pas été couverte par le PEPS, la réponse qui nous a été apportée des États, on fait le compte de l'identification des zones par lesquelles le projet devrait couvrir. C'est le cas ici. Quand je vois par exemple, je crois que M. Massano veut le dire, projet Mayanga, Ngapoko, Kimpomo, c'est quelque chose comme ça. En fait, pour moi, ce n'est pas une question. La proposition serait en termes d'orientation sur le plan géographique, que l'on dise pour la partie périphérique. Projet Mayanga, Madjibou, Kibina, maintenant si ça va arriver jusqu'à Ngangengolo, Sangamane et Ngangani, par exemple. C'est-à-dire qu'on cite les quartiers, parce que certains points qui ont été cités, ce sont que des zones comme ça. Si on prend Kimpomo, Kimpomo n'est pas un quartier, c'est une zone. Et nous, à Agricola, on a raté l'eau, parce qu'on avait dit projet Mayanga, Nkozo, Ngapoko, ainsi de suite. Mais Nkozo étant dans Mayanga. Donc cette formulation-là a désorienté les acteurs qui devraient faire la mise en œuvre. Donc si on veut parler en termes de quartier, on dit projet Mayanga, Musoso, Madjibou, Kibina, Nsangamani et Gangalingolo. Là, on est dans les quartiers. Les autres dénominations ne sont que des zones. Qui risquent de désorienter ceux qui vont faire le classage. Au niveau de... C'est pas aussi une question, puisque je sais qu'on est dans la phase de l'étude. Poser la question, l'étude n'est pas encore terminée. Je voulais peut-être aussi signaler au cabinet
Puisque c'est le barrage, les quartiers que nous venons de citer sont du côté où la territoriale est déjà organisée. C'est-à-dire où il y a les arrondissements, les quartiers. Mais de l'autre côté, comme c'est le barrage, ça va prendre les deux rives. Donc de l'autre côté, il y a Akiele-Ténard qui est là. Moi, personnellement, je suis en face de Akiele-Ténard. Donc, du côté urbain, on a ces quartiers qu'on vient de citer. Par exemple, pour le côté de Mayanga. Là-bas, c'est dans Mayanga. Mais de l'autre côté, c'est Akiele-Ténard. Je pense bien que le cabinet prendra aussi en compte l'autre rive. Là-bas, ça serait comme en regardant la montée du Djoué, ce serait comme la rive droite du Djoué. J'espère bien que le cabinet prendra en compte aussi le côté rural donc, qui est les Ténards. Et j'espère également, comme c'est semi-rural, je n'ai pas aperçu cet aspect-là, les entretiens sûrement seront engagés aussi avec les propriétaires fonciers. Pourquoi ne tombe pas dans le coup, parfois, dans la société que nous vivions ici, nous, on n'était pas là, mais parfois, dans les médias, à Kintélé, on n'a pas gagné le match parce que l'État avait mal négocié avec ceux qui ont cédé le stade Kintélé. J'espère bien que dans le contexte de cette réalisation, les propriétaires fonciers, suivant le tracé, ceux qui seront concernés, il y aura aussi des contacts, des dialogues communautaires qui seront engagés avec ces derniers. Peut-être qu'il y aurait des contraintes qui pourront naître dans la mise en œuvre de ce projet. Et enfin, probablement qu'il y aura aussi une réunion de restitution. Fait-il qu'après qu'on ait mené l'enquête, comment sera faite la restitution? Est-ce qu'elle va se limiter au cadre réuni ici, ou plutôt il y aura des phases de restitution au niveau communautaire? Moi, étant communautaire vivant dans ma Djoumé, un arrangement que je connais très bien, dans ses us et mes coutumes, je pense que si le cabinet ou encore le ministère pourrait prévoir des séquences de restitution, même si pas dans tous les quartiers, je crois que ça permettrait aussi et l'implication et l'appropriation des communautés bénéficiaires pour qu'ils voient un peu quel est le processus que prendrait donc la mise en œuvre de ce projet. Voilà un peu ce que je voulais bien compléter pour le cabinet. Merci. On vous attend au résultat. Et à entendre, je crois que ça risque de ressembler à ce que nous avons vécu avec le PEPS, la Banque mondiale. Ils sont venus faire un numéro. Un nœud. Et c'est gênant. Et dans ce pays, les gens vivent comme au désert, comme au. Alors que le majestueux fleuve Congo est là. Le majestueux fleuve Congo est. Et aujourd'hui, c'est maintenant. Vous, mais c'est un défi, c'est pas moi qui l'ai dit. On nous attend au résultat. Mon philosophe que j'ai appris à l'université, M. Vladimir Lénine, nous avait dit que souvent il faut lier la théorie à la pratique. Ça ne ressemble pas à la théorie du PEPS. Du PEPS. En ce temps, l'abonnement nous avait dit coûterait 150 000 francs. On est passé là, à côté, là, au boulevard, on nous dit 76 000 francs. C'est un projet qui ne nous édifie pas. On ne fait qu'arriver ici, venir. Tous les quartiers de Mfilo sont intéressés. Mais entendre le conseiller, non. Le dernier exposant, il a parlé de Kinsundi et Kazani. Kinsundi et Kaza. Or, Madjibou a 11 quartiers. Mfilo en a 13. Quel est le sort réservé aux quartiers qui ne sont pas intéressés? C'est gênant de vous le dire. J'ai effectué un stage à Mbomou Palace. Et un diplomate du Mali est arrivé par Air Afrique à 22h. À 23h, on l'amène à Mbomou Palace. Quand il se réveille à 7h, il ouvre les persiennes, il est en face du fleuve Congo. Le monsieur fleuve Congo. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à... Il dit que ça n'existe pas dans mon pays. Ça n'existe pas dans notre... C'est le désert là-bas. Donc c'est le forage. Nous, Kasbari, monsieur le conseiller, nous buvons l'eau de forage. Alors nous sommes à côté de Djiri, Dieu, la monsieur fleuve Congo, les populations vivent comme s'ils étaient au désert de Kalani ou du Ténéré. C'est gênant. Ça fait rire. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, on nous attend au résultat. PEPS est venu, rien. Banque mondiale est venue, rien. Aujourd'hui, c'est encore là.
cette société qui a le monopole de vendre de l'eau à tous les Congolais. Comme le SN qui vend le courant à tous les, allez voir la qualité de courant qu'on nous fait payer là. Allez voir aussi l'eau qu'on nous fait boire là. C'est gênant que dans ce pays, on organise des séminaires de ce genre et au finish, niet, là je parle de russe. Et c'est gênant. Donc, quand je vois le Bloomberg, je me dis que les expériences des autres peuvent nous servir de leçon. Ils ont vécu ça, ils ont créé de toutes pièces la qualité de la bonne eau. Maintenant, prenons ce qu'il y a dans leur tête pour mettre ça chez nous là. Donc, la présence dans cette salle, ça ne va pas de Merci. Parce qu'il disait qu'il y a une théorie, il y a une théorie. Là, pratique. Une théorie sans pratique est stérile. Merci. Merci. Je me présente, Sita Paraké Aristide, coordinateur de la plateforme pour le développement de Madibou. Moi, premièrement, je vais étayer ce que mon frère a dit à propos des maraîchers. Dans Madibou, il y a 7000 maraîchers recensés et non recensés. Ils ont démontré leur preuve des Covid, excusez-moi. Ils ont fait un don au niveau du gouvernement de 2 tonnes de légumes, 100 palettes d'œufs, 2 cochons. Donc la ceinture maraîchère de Madibou, elle est très importante. On a même travaillé avec Anir pour cet aspect-là. Ça n'a rien abouti. Donc il faut prendre ça en compte. Parce qu'actuellement, il y a un projet au niveau de l'arrondissement 8 Madibou. Avant que les zones environnantes de Brazzaville alimentent Brazzaville, c'est d'abord Brazzaville elle-même qui doit faire des efforts. Donc c'est pour cela que la zone maraîchère de Madibou est très importante. Parce que quand même 7000, c'est pas rien. Il faut vraiment penser à eux. Ils ont un problème d'eau. L'eau à côté. Mais pour amener ça dans les sites, c'est un problème. Excusez-moi. Kibina, c'est le plus grand quartier de Brazzaville, avec 23 819 000 habitants. Elle est plus grande que Potopoto, ça fait 3 fois Potopoto, l'arrondissement 3 Potopoto. Donc il faut tenir compte de la taille des quartiers. Même si ce n'est pas trop habité, mais 23 000, ce n'est pas rien. C'est quand même très important. Et puis troisièmement, la qualité de l'eau qui arrive dans Madibou, elle n'est pas bonne, ça il faut le dire. Un jour j'étais à Lemès, vraiment ça m'a dérangé psychologiquement parce qu'il y a un agent de Lemès qui m'a dit « Monsieur Sita, vous êtes bien habillé, vous êtes en costume, vous êtes bien habillé, oui, mais Lemès n'a pas d'eau, n'est pas alimenté par la SN2E. Vraiment psychologiquement, comme s'il se moquait de moi. Je vous dis, le jour-là, j'ai transféré à compte. J'ai dit, mais c'est quoi ça, cette affaire? Il me dit, oui, mais monsieur, mais à côté, il y a le Doué, mais le site de Lemès n'a pas d'eau. Ça pose problème. Autant que Congolais, ça pose problème. Donc, pour moi, je me dis que le projet-là, vraiment, il faut saluer ça. Mais entre-temps, il ne faut pas faire ce que les autres ont fait sur le projet PEPS. Et puis quand vous arrivez sur les études, il faut associer tout le monde. Or, vous, quand vous arrivez sur les études, ça se passe en catimini. Non, il faut associer les gens. Nous, on a fait l'expérience au niveau de Madibou. La construction du marché communautaire de Madibou. Mais le maire a associé toutes les forces de Madibou pour construire ce marché-là. Le marché-là est debout. Or, vous venez pour les études, vous venez en catimini. Non. C'est pas comme ça qu'on fait des projets. Il faut associer tout le monde. Hein? Ok. J'en ai terminé pour l'eau. Poser des questions faciles. Des questions aussi qui nous rassurent. Des questions qui trouveront aussi leurs réponses. Et qui ont peut-être déjà leurs réponses. N'est-ce pas? Et donc, pour mieux faire, pour mieux comprendre, nous allons d'abord commencer par vous montrer le schéma fil du projet. Avec ce schéma fil, vous comprendrez le bien fondé du dit projet.
En fait, nous allons placer un captage. Et à côté de ce captage sera construite l'usine de traitement d'eau, n'est-ce pas? Donc l'eau sera captée et arrivera dans ce qu'on appelle une unité de traitement où il subira tout ce qui est process pour la rendre potable. Le lac sera fait un refoulement. Deux types de refoulement. Un refoulement vers un réservoir haut placé qui est au mont Elekele. Et puis, un autre refoulement en Ngampoko sur deux réservoirs. Un qui est déjà sur place, mais qui servira comme eau de service, n'est-ce pas? Et un autre réservoir qui desservira les zones comme Sambolo, l'OMS, renforcera l'existant, n'est-ce pas? Vous avez parlé de l'OMS qui n'a pas d'eau et tout, et ça renforcera en quelque sorte cette partie. Et en plus, bénéficiant de la topographie, cette eau arrivera aussi jusqu'à un stockage qu'on va créer au Djoué. Parce que les infrastructures du Djoué, à un moment donné, et je pense d'ici les années 2030, ne serviront que de secours ou d'appoint. Et donc, une partie de cette eau pourra, n'est-ce pas, être refoulée dans un réservoir pour faire la même chose que faisait l'ancienne usine réalisée en 1954 pour alimenter les zones de Ngamboni et arriver dans des quartiers voisins du centre-ville. Et ici nous sommes donc à Mayanga, le Dieu est là. Et donc, vous pouvez voir un peu l'ampleur du projet. Il ne faut pas, en fait, comparer ce projet au PEPS, qui est dans un autre contexte. N'est-ce pas? Ici, c'est un projet structurant, un projet qui a un horizon lointain. Il a été dimensionné pour satisfaire les besoins jusqu'en 2040. N'est-ce pas? Donc vous voyez la dimension. On a tenu compte du nombre d'habitants jusqu'à cette période pour faire le complément de l'autre zone qui a déjà certaines infrastructures assez performantes. Mais là-bas aussi, nous avons des infrastructures qui seront vieillissantes. Donc on a tenu compte de tous ces aspects. Parce que l'alimentation en eau d'une ville, c'est un tout. Donc pour faire l'équilibre, il faut des grands projets structurants. Il faut des capacités à même de le faire. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. N'est-ce pas? PEPS est dans un autre contexte. Le contexte de PEPS, c'est en fonction des infrastructures actuelles, avec tout ce que nous avons comme difficulté de desserte. Il y a des zones bien desservies, il y a des zones mal desservies et il y a des zones non desservies. Il y a des zones qui ont des canalisations, il y a des zones qui n'en ont pas, ou il y a des zones qui en ont peu. Il y a aussi des zones qui ont des canalisations vétustes, n'est-ce pas? Et quand une canalisation est vétuste en fonction de sa matière, elle peut constituer un obstacle dans la desserte en eau. Prenons le cas par exemple des vieilles canalisations qui sont dans des quartiers comme Bakongo, Makelekele, qui sont en acier galvanisé. Il y a la rouille à l'intérieur et la rouille peut constituer un blocage pour la satisfaction de la clientèle. Il y a des canalisations en PVC
qui, du fait du dénuement, se cassent et ne remplissent plus le rôle de satisfaction des besoins de la clientèle. Donc, ce projet structurant est en train de corriger tout ce que nous avons vécu sur le terrain. Nous aurons, par exemple, dans le cadre de ce projet, à utiliser des canalisations en PEHD. Je parle devant le directeur général adjoint de la Congolaise qui est là. Nous allons utiliser aussi, nous n'utiliserons plus des canalisations en fonte grise qui existent dans les vieux quartiers parce que c'est comme le canari, ça se casse, mais c'est de la vieille technique, c'est de la vieille technologie. Nous utiliserons des canalisations actuellement en fonte ductile. Et puis, pour ce projet structurant, nous avons tenu compte des besoins. Et nous travaillons avec des outils modernes de gestion. Par exemple, les systèmes d'information géographique. Vous voyez ici, ça nous donne l'ampleur des zones, n'est-ce pas? Ça nous donne l'ampleur des zones, l'ampleur des quartiers. Donc quand on nous parle de Tsagamani, pour nous, c'est des points, c'est des zones d'alimentation. On tient compte de toutes les zones. Nous avons, par exemple, des parcellaires. C'est là où nous ferons passer les canalisations. Dans l'étude, vous verrez que dans la première phase de cette étude, nous avons à poser plus de 700 km de canalisation répartis dans toutes les zones. Nous avons aussi un linéaire de canalisation pour faire du renforcement des réseaux, pour faire des nouveaux réseaux, pour faire des réhabilitations, pour faire des densifications, pour faire des réparations. Nous allons aussi faire ce qu'on appelle réorientation des eaux. Donc nous allons créer des nouveaux nœuds de répartition. Parce que vous pouvez arriver dans une zone où, dans une rue, il y a de l'eau, et dans l'autre, il n'y a pas d'eau. Parce qu'il n'y a pas assez de nœuds de répartition. Donc nous sommes en train d'étudier tout cela. Nous voulons que, pour une bonne gestion de l'espace urbain, que tout le monde ait au moins de l'eau, ne fût-ce qu'à plus de 80%, n'est-ce pas? Donc, nous avons eu des retards dans ce qui est investissement. C'est pourquoi l'État ne peut pas aussi tout faire, d'où la participation du secteur privé dans les investissements. N'est-ce pas? Il y a la participation du secteur privé, mais vous devez retenir une chose. Vous pensez que quand le fleuve coule, avec beaucoup d'eau, cette eau est potable. Elle n'est pas potable. L'eau que vous avez chez vous est un produit manufacturé, n'est-ce pas? Ça vient d'une infrastructure. Il y a des coûts dédiés, n'est-ce pas? Donc, toutes ces installations coûtent cher. C'est très capitalistique. Vous ne savez pas, par exemple, pour ce genre de projet qui va des quartiers sud jusqu'au quartier centre pour faire l'équilibre avec les quartiers nord, ce que ça coûte. Je peux vous donner des grandeurs. Rien que pour ce projet-là, vous n'en avez pas pour moins de 200 milliards de francs CFA. Donc ça coûte très cher. Donc la mise en œuvre, rien que les études coûtent cher. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi nous sommes en train de faire ce forum pour recueillir plus d'informations. Vous nous avez parlé par exemple des maraîchers, n'est-ce pas? Nous en tiendrons compte, n'est-ce pas? C'est une bonne information. C'est déjà une bonne information. Si on peut avoir un client de 2000 maraîchers, mais ça consomme beaucoup. Le directeur général adjoint de LCZ ne peut connaître comptant, puisque pour lui, ça fera une clientèle qui consomme beaucoup d'ailleurs, n'est-ce pas? Il suffit seulement que dans cette cartographie, on nous situe où est-ce qu'ils sont. Mais de toutes les façons, vous voyez qu'ils sont tenus en compte. Ils sont dedans. Ils sont là. Ils sont là. Donc, on peut rassurer que tout ceci est tenu en ligne de compte. Tout ceci
est fait de façon à atteindre ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. N'est-ce pas? Parce que de toutes les façons, en 2030, une évaluation sera faite. Il faut quand même qu'on commence au moins à avoir des bons points. N'est-ce pas? C'est pourquoi on lance ces grands projets. Et on le fait de manière démocratique. Donc, on fait participer tout le monde, les pouvoirs locaux, qui sont nos clients. Nous parlons en tant que planification nationale, pas en tant qu'opérationnel. N'est-ce pas? Je pense avoir presque balayé toutes vos inquiétudes dont vous avez beaucoup parlé, n'était pas, disons, une leurre, n'est-ce pas? Le PEPS, c'était pour que certains quartiers périphériques soient alimentés. Mais il a buté sur un fait, sur le contexte. C'est que dans ce contexte, il y a beaucoup de problèmes. Dans ce contexte, il y a aussi les unités de production qui sont vétustes. Il a fallu, pour atteindre cela, à faire des compléments qu'on appelle opérationnels. Compléments opérationnels, on était obligé de réhabiliter à minima l'usine du Djou qui a été construite en 1954. Et ce n'est pas facile de remettre cette installation à niveau. C'est pourquoi, dans le cadre de ce projet, nous avons tenu compte de sa vétusté. Parce qu'à un certain moment, il nous faut de la capacité pour que ceci ne soit pas un boulot d'étranglement. Nous avons aussi des unités compactes de potabilisation qu'on trouve au Djou, mais qu'on trouve aussi à Djiri. Leur durée de vie, c'est 20 ans. Et ces unités compactes ont été posées pour les premiers en 2009, je crois, et les autres en 2010. Donc, d'ici quelques années, 8-9 ans, leur durée de vie ne sera plus compatible à la satisfaction des besoins des populations. On a tenu compte aussi de ces aspects dans ce projet structurel. Parce qu'à un certain niveau, à un certain moment, il va falloir les réparer, mais pour servir d'appoint, ils ne peuvent plus fonctionner 24 heures sur 24. Servir d'appoint, servir de secours. Il y a quelqu'un qui a posé une question, M. Itoura Félix, pour savoir si les zones du projet sont habitées. Mais bien sûr. Sinon, vous n'allez pas venir, vous êtes un des habitants de la zone. Distance entre captage et habitation. Les distances sont là. Les distances sont là. Puisque nous travaillons avec ce qu'on appelle système d'information géographique. Même si on ne va pas sur place, on a des outils qui nous permettent de les estimer. Mais ça n'empêche pas d'aller sur le terrain. C'est ce que nous allons faire maintenant. Monsieur le conseiller, vous voulez comprendre un peu qu'est-ce qu'il fallait par la distance de là-bas jusqu'à Ngapoko, c'était pour quelle raison? Pour éviter la pollution des eaux. Pour éviter la pollution des eaux. Non, mais l'eau vient dans les tuyaux. C'est dans des tuyaux, ça ne viendra pas à l'air libre. C'est dans des tuyaux. Vous ne la verrez même pas. Vous ne la verrez même pas. Oui. Je dis, le canal, c'est pour le captage. Oui. Et comment se fait là-bas? On prend l'eau du fleuve, on traite. C'est vrai, maintenant, une fois traité, on envoie dans le réseau. Mais non, ce qui est fait très peu, parce qu'il y a toujours des pertes d'eau, on renvoie dans le fleuve pour être évacué. Donc ça n'arrive pas au niveau des habitations. Oui, ça n'arrive pas au niveau des habitations. Ce qui peut se produire, c'est en cas de fuite, n'est-ce pas? Comme c'est des canalisations de grande pression, effectivement, il peut y avoir des désagréments. C'est pourquoi on prendra aussi des espèces. On fait les études d'impact. On prendra des précautions pour que les gens ne puissent pas construire à côté, ne soient pas proches des grandes canalisations.
C'est ce qu'on est en train de préparer ici. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient qu'on commence à construire des infrastructures, des grandes infrastructures, ils pensent qu'ils auront facilement de l'eau. Ils commencent à occuper ce qu'on appelle périmètre de protection. Nous prendrons aussi des mesures avec le ministère en charge des affaires foncières pour déclarer les zones proches d'utilité publique. Tout ça pour éviter ces désagréments et puis pour le futur. Parce que tout ce qui est infrastructure de captage et de production d'eau se développe avec le nombre d'habitants d'une ville. Donc, c'est une première phase, il y aura une deuxième phase, après il y aura une troisième phase, mais il faut quand même une superficie pour cela. Et puis, on ne peut pas construire à côté, par exemple, d'une infrastructure de production d'eau, parce que vous allez rejeter les eaux usées, qui vont compliquer le traitement de ce qui va se faire. N'est-ce pas? Souma a posé des questions qui concernent, disons, la cartographie du projet, qui concerne, disons, la sécurisation des emprises du projet, et qui concerne le traitement du terrain dans la pose des robinetteries, robinetteries et canalisation, et prévoir des mesures d'atténuation. Comme ça a été le cas pour le PEPS, je crois que le bureau d'études étudiera tous ces aspects, parce qu'ils auront dans le terrain à visiter ce genre de sol, et ils pourront prendre des mesures idoines pour que ceci soit fait. Je crois que maintenant il y a des techniques de pose dans les terrains, pour les terrains sensibles. Ils prendront des mesures à ce sujet, et ceci fera partie aussi, ceci sera pris en compte dans le DQE, parce que ça engendre des frais supplémentaires. Concernant la population, les données concernant d'habitat, les données concernant les habitudes de consommation, les types d'habitat, les déchets, tout cela. Après, une étape de l'avant-projet détaillée, définitive. N'est-ce pas? C'est maintenant, à cette étape-là, qu'on va confectionner ce qu'on appelle un dossier d'appel. Ou bien, on négociera le financement et voir le mode de partenariat pour la réalisation du projet. Et on élaborer un modèle économique et financier pour le retour à l'investissement du projet. Donc à ce stade, nous ne savons. C'est un ouvrage de génie civil, n'est-ce pas? Sa capacité sera de 11 000 mètres cubes par heure, n'est-ce pas? Il sera en béton armé, n'est-ce pas? Donc il y aura des canaux d'amener, on les appelle des canaux d'amener, qui déboucheront, donc des canaux d'amener qui auront ce qu'on appelle des ouvrages de traitement physique, donc des dégrilleurs grossiers, dégrilleurs fins. Après, une bâche d'eau brute où seront installés ce qu'on appelle des électropompes d'eau brute avec une sous-station électrique, donc il faut de l'énergie, n'est-ce pas? Ces électropompes aspireront cette eau et la refouleront dans une unité de traitement. Dans cette unité de traitement, il y aura un répartiteur qui la repartira vers des ouvrages de traitement qu'on appelle des décompteurs, n'est-ce pas? Dans ces décompteurs se réalisera tout ce qui est traitement de clarification de l'eau. Donc, il y aura une séparation solide, liquide, de cette eau pour la clarifier. Ce qui est solide décomptera, sera expulsé sous forme de boue,
et le surnageant qui est clair ira dans des filtres. Des filtres ouverts, rapides, à sable. De ces filtres ouverts, rapides, à sable, continuera le traitement de clarification de l'eau. Donc ce que le décanteur n'a pas pu faire ira dans les filtres. Donc ça passera sur une couche de sable. Après ce passage de couche sur la couche de sable, n'est-ce pas, l'eau subira d'autres types de traitements. Donc l'eau subira ce qu'on appelle un traitement d'équilibre pour qu'elle ne soit ni acide ni basique. Après, elle subira un autre traitement de désinfection pour qu'elle ne rende pas malade. Et puis elle ira dans une bâche avec un temps de séjour pour que le produit qui désinfecte puisse bien inactiver ou tuer les micro-organismes. De cette bâche, elle sera refoulée vers un grand réservoir de distribution et de là, elle descendra à la population. Et bon, c'est là où on trouvera les réseaux de distribution, où on trouvera les blanchiments. Dans le cadre de ce projet, il sera posé plus de 500 km de canalisation et réalisé autour de 60 000 branchements. Voilà simplement ce que je pouvais. Merci. Mais il y aura aussi des ouvrages de stockage intermédiaire. Il peut y avoir aussi des ouvrages, des stations de pompage en fonction du terrain, n'est-ce pas? Voilà essentiellement ce qu'on pouvait vous dire. C'est sur cette base, en fait, qu'on peut avoir une étude d'impact. C'est sur ces travaux, l'ensemble de ces travaux-là que nous voulons avoir à la consultation publique, nous devrions reconnaître ce qui veut dire que nous aurons des espaces où seront réalisés des ouvrages d'art pour le traitement de l'eau, pour le captage de l'eau, pour le stockage de l'eau, n'est-ce pas? Il y aura des lignes électriques, il y aura des canalisations qui seront posées, il y aura des robinetteries, il y aura des chambres de vannes, il y aura des voies d'accès, il y aura des zones d'évacuation des eaux usées, des eaux de service et des boues, n'est-ce pas? Et puis bon, il y aura des créations d'emplois. Il y aura des créations d'emplois, n'est-ce pas? Parce que il y a des gens spécialisés qui vont y travailler. Il y a aussi un personnel de manutention, des ouvriers, des manœuvres, des ingénieurs, des laborantins, des chimistes. C'est les ONG qui seront impliquées. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on voulait Merci. Pour ce qui concerne l'avant-projet sommaire, c'est terminé. Pour ce qui concerne l'étude d'impact, c'est en cours. Pour ce qui concerne l'avant-projet définitif, c'est en cours. Et puis bon, parallèlement, on est en train de faire des recherches de financement. Oui. Par contre, tant qu'un État, moi je pense que ça ne marche pas. Ce qui compte, c'est la matière. Il y a d'autres pays qui sont en guerre ici dans le monde qu'on est en train de voir parce qu'il n'y a pas la matière. Il n'y en a pas assez suffisant. Le Congo, l'aspect financier, il ne faut pas d'abord voir. Il faut d'abord dire ceci. La matière, elle est là. Le financement, qu'est-ce qu'il faut faire? Le financement dans le monde, on le cherche.
Mais oui, autant que communauté. La matière est là, c'est pourquoi nous travaillons. Mais c'est pour cela que, en fait. Est-ce que vous savez sur ce que nous faisons? N'est-ce pas? Nous faisons des travaux de bathymétrie, par exemple pour les cours d'eau. Nous faisons des analyses des eaux. Nous avons cerné tout ce qui est, disons, domestication de cette eau. Comment faire pour la rendre potable? Nous la connaissons. Nous avons la connaissance, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui fait le dossier. Nous savons comment la transporter, comment la mener vers l'usager, n'est-ce pas? Bon. Tout ce qui est du domaine financier, mais c'est des négociations, nous savons négocier, n'est-ce pas? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il faut amener quelque chose qui peut convaincre les bailleurs, n'est-ce pas? Il faut que ça soit bancable. Et puis il faut qu'il y ait de l'assurance sur ce que vous faites. N'est-ce pas? Il faut amener un modèle économique qui fasse que le produit que vous aurez puisse être aussi accessible au pouvoir acquisitif de la population. N'est-ce pas? C'est pourquoi, dans ce cadre, nous sommes sur un modèle où il faut appliquer ce qu'on appelle le tarif social. N'est-ce pas? Pour éviter aussi le gaspillage. Parce qu'il y a des gens qui gaspillent l'eau. Il ne faut pas seulement s'en prendre au gouvernement, mais la population aussi se comporte très mal vis-à-vis de quelque chose qui coûte cher, n'est-ce pas? C'est pas parce que c'est de l'eau, vous voyez qu'il y a le fleuve, vous ouvrez le robinet, ça sort, vous pouvez vous permettre mais ça coûte cher. Pendant que vous le faites, il y a des gens qui ne dorment pas pour ce travail-là. Il faut des produits chimiques. Et ces produits chimiques coûtent cher. N'est-ce pas? Il faut des pièces de rechange pour ces machines. Et ces pièces de rechange coûtent cher. N'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas visible. C'est la partie cachée de l'affaire. N'est-ce pas? C'est la partie cachée de l'affaire. Donc, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, parfois, les gens pensent que c'est un produit social. Donc, ils peuvent l'utiliser comme ils veulent, mais ce n'est pas toujours social. C'est un produit économique. Voilà. Vous avez vu, les maraîchers en ont besoin, non? Tout à fait. Donc, nous, on peut aussi adapter le coût pour les maraîchers. Parce que les maraîchers l'utiliseront aussi comme eau de service. N'est-ce pas? Mais là, ça devient leur commerce. Ce n'est plus social. N'est-ce pas? Parce qu'un maraîcher, c'est un homme d'affaires. C'est parce qu'on fait le maraîchage où on fait 2 petits champs. Mais non, il ne faut pas faire 2 petits champs pour utiliser l'eau du réseau public, qui a un coût. Donc, il faut mettre ce coût-là dans son produit. Donc, il faut avoir plusieurs champs. Il faut être sous forme de collectivité agricole ou quoi. Ce n'est pas pour 2 champs que vous allez mettre un robinet. Mais là, vous verrez que l'eau vous coûtera très cher. Une autre question qui n'a pas reçu de réponse. N'est pas une activité très polluante. Mais comme dans cette activité, on utilise des produits chimiques, il y a des produits qui sont inertes, hein, tels que le sulfate d'alumine, c'est comment on appelle ça couramment, c'est comme ce qu'on appelle mungabaseti. Donc, c'est pas polluant. La chaux, vous connaissez que la chaux, ça n'attaque pas. D'ailleurs, avant, on l'utilisait pour traiter les diarrhées, n'est-ce pas? Mais ce qui est peut-être polluant, pour lequel il faut faire attention, c'est
les produits chlorés, hein, comme ce que vous appelez couramment l'eau de Javel, n'est-ce pas? Donc, dans nos usines de traitement, on prend toujours des dispositions pour cela, n'est-ce pas? Donc, on ne le rejette pas directement dans les cours d'eau. Hein. On fait d'abord des épondages avant contact avec un cours d'eau. Parce que sinon, ça participerait à la destruction de la faune et de la flore. C'est le conseiller. Cette fois-ci, nous allons prendre en ligne de compte ce qu'on appelle stockage de sécurité. Nous allons donc dimensionner les ouvrages de production et de stockage de telle façon que quand une usine ne fonctionne pas, qu'on ait un stockage de 6 heures, le temps qu'on puisse trouver une solution. C'est pourquoi nous allons utiliser tout ce qui est point haut. Donc, le mot Kele, Mbo, Itatolo, Mayanga, Ngampoko, donc tout ce qui est en hauteur pour que l'eau descende gravitairement aux populations sans besoin d'avoir des fonctionnement des équipements. Donc, c'est ça que nous allons tenir en ligne de compte. Et dans des pays comme le Sénégal, c'est ce qu'ils font maintenant. Ils construisent ce qu'on appelle des réservoirs stratégiques. Donc, c'est des grands réservoirs qui sont sur des points hauts, qui font que l'eau arrive facilement à tout le monde et de manière continue. Et en parlant du Sénégal, avec le projet que nous avons en partenariat avec les partenaires suisses qui vont investir pour le renforcement de l'alimentation à notre terre de la ville de Côte d'Ivoire. Et là, il y avait tout le monde. Il y avait les chefs de quartier, il y avait les maires, il y avait les ONG, il y avait tout le monde. Tout le monde était invité. Et chacun a donné son point de vue. On a parlé des problèmes de tarifs, parce que nous reviendrons pour les tarifs. Nous reviendrons pour les tarifs. Il faut qu'on en parle, n'est-ce pas? Nous vous dirons quels sont les coûts de revient de cette eau par rapport à l'investissement. Parce que chaque fois que nous ne tenons pas compte de l'investissement, dans l'exploitation, il y a un déficit. Oui, n'est-ce pas? Il y a des aspects, il y a des textes prévus en cas d'expropriation, n'est-ce pas? Il y a des textes prévus quand on déclare une zone en défaut. Il y a des textes prévus quand on déclare une zone d'utilité publique, n'est-ce pas? On ne va pas vers. Par exemple, il y a des gens qui ont été expropriés, l'État. Même les maraîchers, hein, ils ont été indemnisés. Il y a des champs, les arbres, fruitiers, tout ça c'est prévu. Oui, nous avons la même de notre pays, mais comme une fois la population, vous il y a un projet qui passe, on va passer, les gens vont vite de côté, ils ont réglé le fonctionnement. Pour cette question-là, moi j'aimerais savoir exactement, est-ce qu'en amont, le ministère des Affaires foncières et le ministère de l'écologie prendra avec des formes de discussion pour permettre à ce que, en disant que ici, là, il y a un réseau de travail collecté, attention, telle parcelle X est concernée en ce moment-là. Et si par exemple les travaux c'est 10 milliards et les opérations 1 milliard, voilà comme projet. Ce qui est vrai, dans le cadre de l'étude DIS, nous allons tenir compte des zones qui seront impactées. On va les faire ressortir. Et maintenant, si après les ménages viennent encore, on a des ressorts même des quartiers, parce que ici c'est des réunions où nous sensibilisons. Donc il faut informer la population à ce que les zones on a abordées qui ne viennent plus occuper. Nous avons aussi
au nom de l'opérateur historique, la Congolaise de Dieu, et puis moi, au nom du cabinet, je pense qu'on a bien travaillé. Je crois qu'on a répondu à toutes les préoccupations, mais la porte n'est pas fermée. N'est-ce pas? Chaque fois qu'il y a une préoccupation, nous sommes ensemble. Vous pouvez nous voir au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, à la direction générale de l'Hydraulique, qui est dans le même bâtiment que le cabinet au 5e étage, la direction générale de l'Hydraulique au 4e étage. Vous connaissez la direction générale de la Congolaise des eaux, la direction départementale de la Congolaise des eaux, c'est au centre-ville. Ici, c'est le bureau du gendarme du secteur de l'eau, donc l'organe de régulation du secteur de l'eau. C'est lui qui répond, qui devrait travailler aussi constamment avec les consommateurs. Donc c'est lui le gendarme du secteur. C'est lui qui doit répondre à toutes les questions liées à la qualité, liées aux conditions de dessert, liées à la facturation. Donc c'est lui l'interface du secteur. Bon, c'est pas souvent connu, parce que peut-être qu'on ne communique pas assez, mais c'est lui en fait qui doit être au courant de tout ce que vous avez comme difficulté. C'est pourquoi aussi nous avons tenu notre forum ici, chez nous, le gendarme du secteur. Voilà comme mot final. En tout cas, nous vous remercions au nom du groupe BDS qui a signé un protocole d'accord pour la réalisation de ces deux grands projets à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc, il nous assiste, il participe donc à l'amélioration de l'offre de services publics de l'eau dans notre pays. Je vous remercie. Représentant des associations de consommateurs. Ok, merci M. Fulbert. On aimerait avoir vos appréciations sur la tenue de cette présentation de ce projet. C'est un projet innovant, dans le sens qu'il vient renforcer le réseau de la RCDE qui existe déjà. Donc, ceux-là vont s'engager à fournir encore plus d'eau, notamment dans les quartiers du sud de Brazzaville. Ils sont aussi implantés, ils ont aussi ce même projet amené à Pointe-Noire. Mais pour les consommateurs, c'est une bonne nouvelle. Mais pour nous, nous voulons que ce projet ne puisse pas s'arrêter comme certains qui s'arrêtent en cours de réalisation. Nous voulons que ce projet arrive jusqu'au bout et qu'il puisse donner ses résultats pour l'intérêt des consommateurs. Si seulement l'eau peut parvenir, peut être pérenne, peut être fournie à la population qui est vraiment ciblée, nous serons très contents. Mais si ça arrête en cours du chemin, c'est une désolation. Donc nous sommes contents et nous leur souhaitons plein succès pour les travaux, les études qu'ils vont réaliser, ainsi que la suite. Merci beaucoup, M. Fulbert. Bonne journée. Merci.